Bonjour à tous et bienvenue pour vos actus CSGO. Ça faisait longtemps, et ouais, ça faisait longtemps, parce que comme je vous l'avais dit, entre la Pro League et le manque de temps, bon, j'avais dit début octobre, bon, on se retrouve mi-octobre. Donc du coup, programme du jour. Bon, la Pro League, évidemment, qui nous a niqué le calendrier, on va la faire. Ensuite, les Blast Showdown. Petit tour sur les ESL Young Coping avec nos Français de Walking for Rogue. Petit point transfert, petit point fantasy. Et hop, on va laisser peser un petit avis, un petit billet d'humeur sur CS2. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc commençons donc par la Pro League. La Pro League avec, bien évidemment, euh, c'est ces différents groupes, hein, donc ça a duré des plombs et des plombs, vraiment on n'en peut plus. Oh, heureusement, hein, vous l'avez vu, ça a été annoncé il n'y a pas longtemps. Les Pro League l'année prochaine, je crois, ne dureront que 3 semaines au lieu de 5 et on est très content puisque ça nous nique le calendrier. Euh, Parce que tellement la Pro League est longue, c'est quand même le seul tournoi où tellement qu'il est long, on a quand même Vitality qui était dans le groupe A, qui est parti en vacances et qui est revenu pour les playoffs. Alors ça c'est magnifique, ça c'est le seul tournoi du monde où entre les phases de poule et les playoffs, tu peux partir en vacances parce que c'est trop long, frère, c'est trop long. Du coup, frère, tu joues dans les premiers, bah, tu te barres en vacances et après tu peux revenir jouer les playoffs. Donc ça c'est quand même magnifique. C'est vraiment que le format est vraiment à chier. Bref, des Vitality tout en maîtrise, hein, tout en maîtrise sur cette phase de poule. Dans cette poule, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mis à part qu'on est quand même très surpris de voir ces Movistar Riders qui, voilà, c'est la petite perf annuelle, Movistar Riders, hop, une fois par an, là, hop, petite piqûre de rappel, ils font des playoffs, ils font des playoffs dans un tournoi T1, ça légitime la line-up pour l'année, et après ils redisparaissent, même dans le T3 ils sont mauvais, mais voilà, ils font une grosse perte dans le tournoi T1 par an, et après rideau. Donc, hop, ça, rideau, allez, groupe A, donc voilà. Tout de même à noter que Furia est arrivé à battre des gens, c'est très rare en 2023, mais Furia avait réussi à battre des gens, notamment Nip, je vous avoue que autant j'étais pas très serein, et puis ils ont quand même réussi à battre Nip, ce qui relève de la performance pour cette line-up qui... qui était quand même, hein, qui était quand même sur des bases plutôt mauvaises en 2023 et sur beaucoup de questionnements. Mis à part ça, on est quand même déçu que Nip ça aille pas plus loin. On s'attendait à beaucoup mieux de la part de Nip et Gamer Legion qui tout de même fait des impressions plutôt convenables en cette année 2023 dans les tournois T1. Groupe B, Catastrophada Heroic. Alors, un désastre de A à Z. C'est vraiment, ça a été vraiment un désastre de bout en bout. La line-up est entre guillemets finie. Voilà, ça sentait la fin. On s'achemine vers la fin pour cette line-up car là, très honnêtement, on n'y croit plus, on n'y croit plus. On n'y croit plus. En plus, avec les changements qu'on parlera dans la partie mercato, cette line-up, officiellement il y a un changement. Est-ce qu'il n'en faudrait pas plus? Je sais pas. Big qui pareil que Movistar nous fait son petit tournoi annuel, voilà. Big, ils vont en petite play, des fois ils finissent premier ou deuxième de groupe, ça arrive une fois par an. Hop, c'est tombé cette fois-ci. Ensuite, Monté qui s'est battu et qui devient une équipe du T2 bas T1 régulière, qui est du bon top 10, top 15 monde maintenant, et qui va une équipe sur qui il va falloir compter. Euh, à noter dans ce groupe, Iji n'a pas fini dernier, ça relève de l'exploit, mais figurez-vous qu'il y avait des mecs plus nuls qu'Iji, à savoir Rooster, les Australiens. Bon, c'est normal, hein, là on est sur, là c'est, là c'est quand même, là c'est un match de Coupe de France entre quand même une équipe de Ligue 1 et une équipe de DH quoi. Donc si vous voulez, Iji même en étant horriblement nul, bon ils sont quand même respectés face à des mecs qui ont été très contents d'être là et qui ne boxent pas dans la même catégorie. Bon, ils ont gagné un match et c'est tout quand même parce qu'il faut pas déconner. Hens est très solide, très solide en cette année 2023, qui finit premier de ce groupe. À noter aussi Moose, qui est arrivé à se défaire de pas mal d'équipes. Alors, tout de même à noter que
Ils ont pas battu, voilà, hein, ils ont battu bon, Heroic qui était en perdition sur ce tournoi. Après, ils ont battu EG et MIBR. Bon, même s'ils avaient perdu MIBR au tour 1, ils l'ont regardé en finale lower. Bon, ils n'avaient pas battu des fous de regard dans cette phase de groupe. Donc, on était sur une. On ne savait pas quelle certitude avoir sur ces moves à la fin de cette phase de poule. Groupe C, alors Navi se réveille. Alors ça c'était quand même étonnant puisque bon, très honnêtement moi je pensais Navi vu de l'état de forme actuel, je pensais même que ça pouvait perdre contre Apex hein, très honnêtement. Bon finalement ils ont mis 2 Z à tout le monde et premier du groupe. À noter des Fnatic combatifs. Alors les Fnatic c'est très marrant puisque ils galèrent contre des équipes T2, T3. C'est toujours un peu ric-rac. Mais ils accrochent des équipes T1. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais voilà, c'est à chaque fois. Sur ce tournoi, c'est vraiment entre guillemets, ils sont jamais sereins. Bon, à part contre Five Clone, là, bon, merci. Enfin, regardez la line-up, c'était les anciens Rara Top, donc bon, là, on boxe pas dans la même catégorie non plus, mais face à des équipes, que ce soit contre FaZe, contre Imperial ou contre Apex, on est sur des matchs toujours assez serrés, et cette équipe Fnatic a, entre guillemets, un niveau assez constant, et on a retrouvé un afro qui a été plutôt correct. Sur ce match-là, il n'a pas été bon parce que bon, quand même, c'est l'afro, il connaît pas encore trop le terrain. Donc, quand tu joues contre FaZe du machin comme ça, bon, c'est quand même bon, voilà, c'est quand même un autre calibre que jouer Imperial et faire un caisse de rating. Mais voilà, on peut noter que le Afro est très à l'aise en LAN et on est très 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 content de voir Afro stat contre des bonnes équipes. Et là, ah oui, c'est là. Bon, là, faut pas faire gaffe au rating parce qu'ils se sont fait arracher sur une map et après ils ont gagné 2 maps accrochées. Mais faut pas faire gaffe à ça parce qu'en vérité, là, ce qui baisse les stats, c'est l'horrible Vertigo où les mecs ont été horribles. Ce match était vraiment, c'était un carnage sur cette map. Groupe D. Groupe D, logiquement, G2 qui déroule. Malgré tout, ils se sont quand même fait une petite frayeur contre des Complexity, des VP qui ont été un peu accrocheurs. Des VP qui, après avoir farm des tournois T2 pendant un long moment, ont tout de même réussi à accrocher les playoffs. Ce qui devient de plus en plus rare avec les VP, hein, puisque vraiment on était sur des VP en perdition depuis la victoire au Major de Rio. Mais voilà, des VP en playoff, plutôt correct. euh, ce qui était plutôt correct au vu des perfs du moment. Nine aussi en perdition. Nine qui alterne le très bon et le très mauvais. Ce tournoi-là, c'était du très mauvais. Mais un prochain tournoi, peut-être qu'ils accrocheront les playoffs tournoi 1. Voilà. Le niveau plancher est très bas et le niveau plafond est très haut de cette équipe. Je ne comprends pas. Cette équipe est très irrégulière. Et peut-être pourquoi pas des changements à faire dans ce line-up, puisque quand même être aussi irrégulier, ça me paraît quand même pas un gage de qualité et ça me paraît pas assez périn pour un projet d'être aussi régulier. Point positif de ce groupe, Eternal Fire qui au bout du bout accroche son ticket en playoff avec des Turcs qu'on revoit, hein, voilà, la ceinture qu'on connaît, la ceinture qui entre guillemets s'articule autour de Xantares. Xantares qui a encore été très bon, hein. De toute façon, Xantares on connaît. Le mec fera toujours ses stats exceptionnelles tout le temps, quoi qu'il arrive. Dans ce groupe, des grosses déceptions, à savoir Liquid qui ne va pas en playoff. La line-up, on savait qu'elle était bancale et que la line-up avait aucune gueule. Bon, ça commence à se confirmer, mais vous allez voir que ça va pas aller de mieux en mieux. Cloud9, la line-up, meilleur mercato, voilà, c'est eux qui avaient fait le meilleur mercato, machin. C'est Cloud9 en perdition, qui n'y arrive plus, qui n'arrive plus à perf, et des mecs très irréguliers. Moi, j'ai un penchant pour un changement au niveau de Hobbit qui vraiment n'y arrive plus du tout. À chaque fois, il est en balance, il est voilà, mais moi, très honnêtement, je trouve que Hobbit n'y arrive plus du tout. Et je pense malheureusement qu'il va falloir se séparer de lui pour trouver un meilleur leader. Au niveau des playoffs,
au niveau des playoffs, tac, on a été sur tout d'abord une surprise, les 9Z qui arrivent à se hisser jusqu'au deuxième tour des playoffs après avoir battu les VP. Donc on remarque quand même que VP ça reste très fragile, hein. Ils sont arrivés en playoffs, c'est bien. Mais bon, le format à chier favorise aussi que beaucoup d'équipes arrivent en playoffs. Mais restons quand même réalistes et cet line-up de VP ne va pas du tout. Et quand tu perds contre 9 en playoff ESL Pro League, c'est vraiment que tu es très 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 fragile. Euh, Deuxièmement, on va parler des montées qui se défont des Fnatic et des montées qui iront jusqu'en demi-finale après avoir écarté Complexity. Bon, ça on s'y attendait si vous suivez un peu le T1, T2. Bon, montée qui bat Complexity, vous n'êtes pas sur le cul. Par contre, ils ont arraché Vitality. Alors je dis arraché, mais en vérité, bon, les scores sont là. Arracher, c'est un peu fort, mais ce que je veux dire, c'est dans le jeu. Si vous avez regardé le match, vraiment, il n'y a pas eu, il y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo. Monté à, entre guillemets, maîtriser son sujet. Et Monté a eu surtout droit à un DMQQ des grands jours qui a vraiment survolé le match. Et des Vitality qui, bon, qui sont moyennas hein, quand même, hein. Bon, tu t'es défait d'un groupe où il y avait quand même des sacrés nullards. Bon, là, tu perds contre 2 Z tu prends 2 Z par montée. Bon, là, on va pas me dire qu'ils sont fatigués, puisque les frères, ils ont joué groupe A, ils ont survolé le groupe, ils ont fait 3 matchs. Vacances. Vacances. Bon, déjà, prendre des vacances en plein tournoi parce qu'il y a eu beaucoup trop d'attentes entre groupe et playoff. Bref, j'ai dit tout à l'heure. Bon, bref, pourquoi pas. Bon, vacances, les mecs qui sont revenus. Un BO3 2-0, merci, au revoir. Bon, on va pas accuser qui que ce soit, machin. Bon, est-ce que les vacances étaient opportunes, sachant que tu étais qualifié en playoff? Bon, est-ce que les mecs étaient en sur-régime et ils ont demandé des vacances? Je ne sais pas non plus. En tout cas, la run est bof. Enfin, je veux dire, c'est que t'as encore fait le minimum syndical. Bon, ben voilà quoi. T'as fini premier dans un groupe de nuls et t'as perdu en quart de finale contre 2-0 contre Monté. Bon, ben moi je trouve ça décevant. Voilà, en fait, c'est une équipe top 1 monde, donc même si t'es fini premier de ton groupe et que t'es en playoff, bon, ben moi je trouve ça décevant de perdre d'entrée en quart de finale. D'autant plus contre un adversaire, bon, bah, bon, c'est monté quoi. C'est pas non plus des foudres de guerre, même si ils sont dans la forme de leur vie. Deuxièmement, Eternal Fire, très très grande satisfaction avec avec un Xantares, ça je vous raconte pas là. Regardez-moi ça, un 41 rating contre Astralis, un 50 contre Big. Et là, il a, bon, pas été bon, mais ceux qui ont vu les matchs, bon, on est sur du classico Xantares, hein. Sauf que d'habitude, ça passe pas contre ce genre d'équipe. Mais masterclass sur masterclass de Xantares. Très honnêtement, je pense que au niveau du firepower, je pense qu'il est dans le top 10 rifle monde. Parce que le firepower de cet homme est quand même. Je pense que c'est le meilleur joueur T2, T3 de l'histoire de CSGO. Je pense que dans le T2, T3, c'est le meilleur joueur qu'il y a eu de l'histoire de CSGO. Malheureusement, il n'a jamais réussi à confirmer en LAN dans le T1, puisqu'en online, bon, il y a eu Big 2020 qui était correct, mais en LAN T1, bon, il n'a jamais réussi à s'installer durablement. Deuxièmement, des navis qui se hissent jusqu'en finale, puisque après avoir écarté dès les quarts de finale Eternal Fire, ils écartent, bon, plutôt autoritairement monté, et se hisse jusqu'en finale, ce qui est pas mal, puisque bon, comme d'habitude, on va remettre en perspective la Pro League, c'est un tournoi dont tout le monde se fout. C'est à Malte, voilà, c'est les vacances, c'est les palmiers, le desk qui sont en mode CS semi-temps, c'est un desk détente. Enfin, vraiment, ceux qui ont regardé le stream inter, et franchement, les mecs, en détente, ils étaient. Mais, euh, mais c'est un tournoi T1 avec du gros cash prize, donc ceux ici en finale, tu ne tires pas forcément d'enseignement positif, parce que je te dis, encore une fois, dans quelle adversité j'ai gagné. Moi, je trouve que l'adversité était moindre, car bon, vraiment, tout le monde y allait en mode plagiste.
mais au moins tu te rassures et tu te dis, ok, bon, quand on s'y met, on n'est pas si catastrophique que ça, même si l'adversité est moindre. Bon, voilà, on n'est pas des énormes nullards et on peut aussi perf aussi dans les tournois T1. Petite déception pour G2, hein, puisque Moose est sorti par Moose. Et cette équipe de Moose qui va ensuite écarter les Hens. Honnêtement, moi je pensais que les Hens allaient aller jusqu'au bout, mais ils se sont fait stopper en demi par Moose, avec des Moose qui font une run exceptionnelle sur ces playoffs, puisqu'on rappelle quand même que ces messieurs commencent du premier tour des playoffs. Ils ont mis Tartina Furia, Tartina Face, Tartina G2, Hens et Navi. Donc on peut dire que déjà qu'ils avaient l'arbre le plus compliqué, hein, on va pas se mentir, hein. Je pense que regardez-moi cet arbre. Très honnêtement, je pense que c'est l'arbre le plus dur parce que Furia, ok, c'est nul en 2023, mais bon, il y a toujours du firepower de zinzin. Deuxièmement, au deuxième tour, quand tu regardes les mecs qui sont au deuxième tour, je pense que FaZe était la pire équipe à prendre. Et là, pareil, tu mets 2-0. Là, G2, c'est pas un cadeau. Je pense qu'il y avait des arbres plus faciles. Et tu arrives et tu tombes contre les mecs en forme de moins, c'est-à-dire Hens en demi. Et là, pareil, tu gagnes. Donc vraiment, run exceptionnel de Moose qui met un 3-0 sec. Très honnêtement, une fois qu'on a vu les demi-finales, on savait que Moose allait mettre 3-1 ou 3-0. Puisque le niveau affiché de Moose sur les playoffs là était sensationnel. Donc ça a surpris pas grand monde que Navi prenne 3-0 voilà, ou 3-1. Mais en tout cas, plus d'une map pour Navi, ça aurait été un exploit. Parce que très honnêtement, ces moves-là étaient inarrêtables sur le tournoi. Ça permet à Torzi de se refaire une santé depuis l'arrivée de Shui au lead. Donc hein, voilà, peut-être la connexion entre les deux se fait parfaitement. Et on est quand même plutôt très content de voir que reformer ce qui faisait le cœur de Moose Academy, de Moose Next en 2021 continue et continue de l'alchimie continue de prendre et donc on est très content pour Torzi qui se relève après des débuts plutôt compliqués avec Moose. Par la même occasion, ça permet à Moose de se qualifier pour les Blast Finals et les Kato 2024. Donc on est plutôt content de gagner ce tournoi quand on est une équipe comme Moose qui galère dans les play-in, qui galère à accrocher des titres, à aller en play-off. Donc assurer des slots, c'est très bien pour ce genre d'équipe. Les Blast Showdown maintenant. Donc ces Blast Showdown, on va commencer par les NA. Alors qu'est-ce qu'on va dire des NA? Premièrement, EG c'est toujours nul. Deuxièmement, Furia c'est toujours fragile et c'est plutôt mauvais. Et troisièmement, Liquid, c'est mauvais. Voilà, parce que là, Complexity, avec l'arrivée d'Elige, a fait énormément de bien à cette équipe. Je trouve ça portait le petit brin d'expérience qui manquait pour stabiliser cette équipe et qui va végéter maintenant entre le top 15 monde, alors qu'avant, elle végétait un peu plus loin. Et moi, je trouve que Elige apporte cette expérience, cette stabilité, plutôt cette stabilisation qui manquait à cette équipe des Complexity qui donc gagne le slot pour les Fall Finals. Côté Europe, on avait, je pense, les plus beaux showdowns sur le papier depuis un long moment. Parce qu'on avait quand même la présence d'équipes comme Big, Cloud9, G2, EN, Soji. Bon voilà, on est sur des showdowns plutôt impressionnants. Avec donc des bigs qui sont impressionnants d'irrégularité. Parce que très honnêtement, je n'attendais rien de cette line-up. Mais elle se fait un peu plus respecter que l'ancienne quand même. Puisque là, 2-0 à 9 et 2-0 surtout à Hens. Très honnêtement, je pense que pas grand monde s'y attendait. Et je pense qu'on voyait tous une finale G2 Hens pour se battre pour le slot. Et que nenni, car de l'autre côté de l'arbre, G2 qui a eu un peu de mal, mais ça va quand même à se sortir des OG, euh, a chuté contre des Cloud9 qui, euh, après des débuts extrêmement compliqués, arrivent tout de même à abattre ces G2 et à gratter le slot. Euh, je sais pas quoi penser des Cloud9, puisque ils alternent entre ça, c'est-à-dire battre
G2 en BO3 et nous faire des maps dégueulasses et des events T1 dégueulasses le reste du temps. Donc je sais pas quoi en penser, mais ça leur donne l'occasion de jouer les Fall Finals, ce qui est très 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 bien pour cette line-up qui a besoin de confiance, puisque là c'est un désastre absolu vu la gueule du 5. On s'attendait à beaucoup mieux. Donc les Fall Finals, petit récap, hein, donc voici les 8 équipes qualifiées. À savoir donc les Vitality, les Navi, les Heroic, les FaZe, les NiP et les Astralis qui se sont qualifiés en phase de groupe la dernière fois. Et donc les Cloud9 et les Complexity qui ont gratté leur slot au Showdown pour les Blastfall Finals 2023. Blastfall Final, c'est les finales de la deuxième partie de saison. Enfin, si vous voulez. On a eu les groupes. Et ça, c'est la finale. Ça, c'est la finale. On a eu les groupes avec les qualifiés machin. Ça, c'est la finale. Et après ça, après la finale de la deuxième partie de saison, on a les finales annuelles où on retrouve pour l'instant, tac tac tac, les Vitality, les Hens, les Navi, et Heroic G2 Moose Phase. Et donc le dernier slot reviendra au gagnant du tournoi qu'on vient de voir. Voilà. Euh, alors, on va parler de nos Français avec l'ESL Young, the USL Challenger Yonko Ping 2023 Close Qualifier Europe avec des Looking Forg qui franchement ils nous ont fait une run exceptionnelle. Très honnêtement, moi je m'attendais à entre guillemets pas une qualif, je m'attendais à ce qu'on s'arrête là, upper bracket finale ou consolidation, voilà, consolidation finale. Très honnêtement, je me suis dit vu les équipes, on va s'arrêter là. Bon, voilà, tant pis. Bon, et puis après, vu le tirage, je me suis dit, ouais, bon, quand même, arriver jusque-là, ça sera pas mal, parce que quand même, se choper d'entrée Spirit, bon, voilà. Parce que moi, j'imaginais, ok, on joue les mecs là. Bon, il y a Big, Spirit, Apex. Bon, si on arrive déjà en consolidation finale, ce serait déjà ok, tiens. Bon, déjà, on perd contre ces Spirit euh, avec une Anubis qui, très honnêtement, qu'on aurait pas dû perdre. On va pas se mentir, moi je pense qu'on aurait dû gagner cette Anubis. Ensuite, on est directement reversé en lower. Et là, il a fallu se sortir les doigts, puisque déjà en lower, déjà premier tour lower tout comme contre Big, c'est chiant. Et là, c'est ce que je disais, les Big qui sont euh, champions du monde de l'inconstance. Puisque là, comme j'ai dit, en showdown ça bat Hens, et là en ESL Challenger Yoko Pink Close Qualifier, c'est pas capable de battre Looking Forg. Donc très honnêtement, malgré le niveau stratosphérique de Looking Forward sur ce Close Qualifier, Big va falloir montrer plus de régularité parce que là, au bout d'un moment, bon, c'est fatigant quoi. Euh, c'est Looking Forward qui déjà d'entrée, donc les trois premiers matchs, ils se sont pris les trois pires équipes de l'event. À savoir, déjà, après, tu as Spirit, Big, Apex. Alors déjà, d'entrée, t'es dans le jus complet, tu viens de te taper les pires équipes. La run est exceptionnelle puisque tu dois être obligé de remonter tout le lower bracket. Et là, la remontée fantastique commence parce que tu bats Big. Tu mets 2 Z à Apex. Apex qui n'a pas vu le jour sur le match. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Tu te tapes Aurora. Aurora, pareil. Première map accrochée, deuxième map, 0 Aurora. Et là, ensuite, tu te tapes qui Movista Riders. Là, pareil, bon, tu perds une map, bon, pourquoi pas. Et après, tu mets 13-2, 13-9 sans aucune pitié. Vraiment, ça a été un massacre de bout en bout. Et même en finale, à la grande finale pour le slot, tu retrouves Spirit que tu aurais dû gagner 2-0 en premier tour. Et là, tu le leur mets le 2-0. Alors bon, Anubis Nuke, voilà, les mapics n'ont pas changé. Cette fois-ci, tu te fais respecter sur Anubis et sur Nuke également. On a eu un Hadji stratosphérique sur l'event. Donc le pauvre il était un peu tout seul, il a rien pu faire, mais vraiment un Hadji stratosphérique sur ce close qualifier. Et Looking for qui pour une fois arrive à se qualifier à une LAN, c'est rare, puisque la dernière LAN, je pense que ça doit être la LAN, ça doit être l'Elisa en fin d'année dernière. Je pense que ça doit être la dernière LAN de Looking Forward. Et on est très content de voir Looking Forward aller à Yonkoping. Bien sûr, Yonkoping, théâtre de grandes épopées françaises.
Et on est très content de les voir à Jönköping. Et en plus, il y aura des supporters français. Donc on est encore plus content qu'ils y soient. Très 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 bien pour Looking for car en plus, gagner ce close qualifier et mettre des tartes à tout ce qu'ils ont mis là, ça leur permet de remonter, parce qu'en ce moment ça fait quelques semaines qu'ils végétaient top 40, 43 HLTV, et là un bon hop, top 31 HLTV, et je pense que vu leur perf en ESL Challenger tout court, je pense que c'est pas près de s'arrêter. Pour l'instant, nous avons ça. Il nous manque le South America Close Qualifier et l'Asia Coast Qualifier, donc deux équipes de nullards normalement, Nunes des nullards, et après très honnêtement, bon, Gamer Legion, bon, c'est pas insurmontable, VP en ce moment c'est nul, Eternal Fire ils ont fait une run exceptionnelle, mais bon, c'est Eternal Fire, c'est quand même plutôt inconstant, et il y a juste monté, là c'est un gros morceau, je pense que c'est le très très grand favori de ce tournoi, mais très honnêtement, il y a large, selon le tirage, je pense qu'il y a largement la place pour ceux ici en playoff et pourquoi pas accrocher une grande finale. Ce qui serait déjà une très grande perte pour cette équipe. Rappelons que ce tournoi Coping, le premier reçoit un slot pour l'ESL Pro League saison 19. Alors au lieu de passer par le SL Conférence, le SL Challenger League qui t'amène en conférence, qui t'amène en Pro League, t'as juste à gagner ce tournoi, t'es en Pro League. Donc je pense que c'est une motivation supplémentaire pour les Français et ça leur évitera beaucoup de souffrance et beaucoup de stress parce que le SL Challenger plus la conférence c'est très très long, très très stressant et les runs à chaque fois c'est des marathons, c'est insupportable. Donc on est très très content. Un petit pécule évidemment de 50 000 dollars pour le gagnant. Qu'on est au chômage depuis 1912 puisque personne ne veut nous signer. On est plus toujours content de recevoir un petit billet. Point transfert. Alors, point transfert, on va aller vite. Pourquoi on va aller vite? Très peu de trucs intéressants. La line-up TSM. Je sais plus si je l'avais fait ça, mais bon, la line-up TSM, là voilà. Les leaks étaient bons. La line-up TSN ressemble à ça. Il y avait Xtaz. Xtaz qui était le coach de cette équipe, mais qui est parti chez Vitality. Donc du coup, c'est Lambert qui devient coach principal de l'équipe TSM. L'équipe TSM qui fait des résultats, bon, moyennas, hein. On n'est pas non plus, hein, voilà, vous regardez ça, bon, ça on s'en fout. Voilà. La nouvelle line-up a fait ça. Très bon début, même si c'était pas des foudres verts qu'ils ont battu. Bon, des résultats d'équipe T3 quoi. C'est des résultats, bon, c'est si vous voulez, prenons une base de line-up pas signée du même acabit, au hasard Looking for. Bon, ça, c'est des résultats moins bons que Looking for. Voilà, on va pas se mentir, on va parler français. Des mecs, vous signez Looking for, TSM, vous signez Looking for, vous avez les meilleurs résultats que ça. Voilà. Tac. Ensuite, donc, du coup, je l'avais dit, Zonic qui se barre de chez Vita pour aller chez Falcon, j'y viens juste après. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, TSM qui perd Xtaz et qui donc Xtaz va chez Vitality en tant que coach. Alors, mon avis sur ça. Donc, on est très content de voir Xtaz revenir. Personnellement, je n'arrivais pas à mesurer l'impact de Zonic sur l'équipe. Pourquoi? Zonic a été coach de Vitality, a gagné un nouveau major. Bon, très bien, fort bien. Zonic a été aussi le coach de Vitality durant la pire année de l'histoire de Vitality sur CSGO. À savoir l'année 2022, c'est la pire année de Vitality. Ouais, c'est la pire année, on peut chercher. C'est la pire année de Vitality sur CSGO, c'est 2022. Voilà, c'était Zonic le coach. On a semblé qu'il n'arrivait pas à trouver les clés, que la relation avec Apex était moyennasse. C'était plutôt. On comprenait pas. On comprenait pas, ça marchait pas. On se disait à quoi sert Zonic? Il n'arrive pas à trouver les clés. Donc en plus des changements de joueurs, ça ne prenait toujours pas trop. Donc on se disait en 2022, ben, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir changer aussi Zonic, car bon, il est bien gentil, c'est le meilleur coach de l'histoire de CSGO, mais là vous voyez bien que ça ne marche pas. Bon, ensuite est intervenue l'année 2023. L'année 2023 qui a vu Vitality remporter les IEM Rio, Vitality remporter un Major et Vitality faire
une très bonne année 2023, à savoir la meilleure équipe du monde sur l'année 2023, c'est Vitality. Néanmoins, on a appris suite à la victoire en Major que Xtase était revenu donner un petit coup de main à cette line-up et voilà. Donc je me dis, quel fut réellement l'impact de Zoni dans cette équipe? Attention, je ne dis pas que l'impact est négatif ou qu'il a été zéro, seulement je ne saurais pas attribuer cette victoire au fait à Zonic, car pour moi, je m'interroge, je pose question, c'est quand même bizarre que Xtase vient donner un petit coup de main et ça recommence à gagner. Alors que quand Zonic était son coup de main, bon, l'équipe était moyennasse. On ne peut avoir notre lecture en se disant que le stand-in de Jax lors de la Pro League a remis Dupré sur de bons rails et a peut-être fait prendre conscience à Zonic que si on trust Apex à 100%, alors peut-être cette équipe pourrait réaliser de grandes choses. Néanmoins, comme je le répète, je ne, je ne saurais pas dire l'impact de Zonic sur cette line-up. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'impact d'Ixtase sur cette line-up a été plutôt positif, puisque quand il vient de passer un coup de main, bon ben ça se passe plutôt pas trop mal. Néanmoins, ça reste un coach. Hein. Vitality avec Zonix c'était quand même top 1 monde jusqu'à maintenant. Bon, on va pas se mentir. Euh, Xtase arrive. Vitality c'est toujours top 1 monde. Ça sera très difficile de faire mieux. Comme on est sur un nouveau jeu, je pense pas qu'il y aura des Vitality d'entrée. Je pense pas non, je pense du coup qu'il va y avoir un recul. Ça veut pas dire que l'impact d'Ixtase sera négatif, ça veut juste dire que bon, au niveau du timing de l'arrivée d'Ixtase, il y a tout à faire. Il y a de bonnes, il y a d'excellentes bases puisque tu finis CSGO comme la meilleure équipe du monde. Néanmoins, il faut être lucide et se dire que à améliorer, je ne sais pas ce qu'il y aura, à bâtir, ça il y aura beaucoup. Donc, il y a plus de points d'interrogation et de certitude dans ce choix. Non, les points d'interrogation ne sont pas sur la capacité du coach et sur l'équipe, mais plutôt sur le nouveau jeu qui arrive. Donc, bon choix, oui. Qu'est-ce que ça va donner? Comment on change de jeu? Comment on change de voilà? Peut-être que l'ordre sera chamboulé dans le T1. Peut-être que les équipes qui étaient top 5-6 finiront top 1. Peut-être que l'équipe qui était top 1 sur Vitality sera top 4-5. On ne sait pas. Donc, restons attentifs. Et un coach français qui dirige la meilleure équipe du monde actuellement, d'après le classement HLTV, on est toujours très content que ça arrive. Donc, voilà mon avis là-dessus. Deuxièmement, Thomas s'est fait bench into the breach. C'est dommage. Cette équipe into the breach recrute Kickert à la place. Bon, c'est la fin de voilà, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de, enfin c'est la fin d'une ère. C'est la fin de la meilleure période de l'histoire de cette équipe qui a fait des playoffs majors. Donc voilà, on est plutôt sur un adieu et très 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 grand bravo à cette équipe qui a vraiment tiré 120% de ce qu'elle pouvait de cette line-up et de ses joueurs. Kickert en tant que lead, je sais pas ce que ça vaut. Il a appris aux côtés de James pendant 65 ans. Il a vu ce que c'était de lead. Il a été aux côtés d'un très bon leader. Je sais pas si je connais pas sa capacité de lead, donc à voir into the bridge. Kuben s'en va d'Apex. Alors très bon coach, hein, Kuben au pas du soit dit en passant. Bien sûr, légende polonaise d'1.6, hein, parce que sur 1.6, il jouait avec Taz, Neo, Pacha, tout ça. Donc Kuben, très 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 bon coach qui a émergé ces dernières années. Donc on est plutôt, on devrait plutôt être attentif pour toute grande équipe qui cherche un coach. Je pense que Kuben est l'homme de la situation, hein, et je dis ça pour des équipes T1, hein. Ensuite, Neofrag qui join Iclo. Descente aux enfers pour ce joueur, hein. Bon, après, quand t'as pas le comportement adéquat, il ne faut pas s'étonner de descendre aussi bas. Nilan a été remplacé par Snax chez Gamer Legion.
Nilan qui n'a pas réussi à prendre la suite de Shui. Néanmoins, je trouve très honnêtement que le travail, il n'était pas sensationnel, mais le travail était correct. Il était correct, il était bon, voilà, c'était pas sans sas, mais à chaque fois que c'était dans des tournois T1, il passait pas pour des peintres non plus, donc finalement, le changer oui, mais bon, à voir quoi. Il est remplacé par Snax la légende. Alors je suis très content de revoir Snax, car je pense qu'il valide, je sais pas, j'espère qu'il valide. Snax, alors depuis qu'il est plus dans le T1 avec VP, on l'a vu dans des projets sombres, on l'a vu en 2021 notamment chez Anonymo en tant que sniper et leader. Il a fait du très très bon travail chez Anonymo, il a tiré je pense, tout ce qu'il pouvait de cette équipe. Et individuellement, au sniper, il était très bon. On l'a revu ensuite pour un stand-in chez Hens lors des IEM Dallas 2022, où il a été exceptionnel au rifle. Et puisqu'il remplaçait à l'époque qui n'avait pas pu y aller Spinks, donc le star rifle de Hens à l'époque, et il avait été très bon lors des UMDH 2022. Alors, contrairement à ce qu'on pouvait croire pour ceux qui l'ont perdu de vue, Snax n'est pas washed. Il est encore très très bon individuellement. Alors, on est d'accord, ça met moins des tartines que quand il était dans le top 20 HLTV. Ouais, voilà. Ça met moins des grandes tartines. Même si des fois, bon, il se réveille, il y a des grandes vibes du Snax d'avant qui viennent, ça met des grandes tartines de temps en temps. Mais c'est un joueur avec une grande expérience, très très intelligent, qui a une expérience comme lead dans le T2, T3, qui a une expérience dans le T2, T3 comme sniper, qui peut lurk, enfin qui peut jouer passif. Voilà, ce joueur a une immense carrière et je pense que c'est un plus pour toute équipe. Et je pense que même dans une équipe T1, il aurait eu sa place en tant que second caller. En tant que second call, voilà, en tant que second snipe, ou voilà. Donc, en tout cas, on est très content de revoir Snax, qui joue en ce moment au SUM Dallas du coup. Et on est plutôt dans l'attente de voir ce que va devenir cette line-up Gamer Legion. Quel est l'objectif? Se stabiliser dans cette scène T2 où tu es invité à des close qualifiers pour les events T1, des choses comme ça. Moi, je pense que cet objectif de la structure, ce sera un objectif réaliste et réalisable, à savoir être dans toutes les Pro League, à savoir être invité à tous les play-in ou tous les close qualifiers. Voilà, on est sur ce genre de standing pour cette équipe, je pense. Et je pense que Snax fera du très bon boulot. D'autant plus que, bon, on va pas se mentir, hein, Nilan, il est très gentil, c'est un lead correct dans le T3. C'est un bon lead T3 et c'est un lead correct T2. Mais bon, voilà, au niveau du skill, c'est compliqué. Là, je pense que tu perds pas forcément au niveau des calls, au niveau de la voix, de voilà. Et je pense que tu gagnes largement, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup en firepower par rapport à Nilan. Je pense que c'est le jour et la nuit niveau firepower. Niveau scène asiatique, les mecs qui avaient joué la Pro League, là, les Five Clones, là, euh, et ben en fait, ils signent chez Tailou. Tailou qui doit avoir environ 45 joueurs sous contrat. En tout cas, très 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 bonne équipe asiatique. Alors hein, ça reste c'est équivalent T3U, hein, on va pas se mentir non plus, mais c'est quand même l'une des deux trois meilleures équipes asiatiques. Je vais pas dire la meilleure parce que on a quand même nos amis de The Mongols qui, à mon avis, sont la meilleure. Mais voilà, c'est top 2-3 asiatiques, donc on va peut-être voir Tailou jouer des majors et dans des events T1. Chez Apex, chez nos amis d'Apex, Stico s'est fait bench et Sense, le mec de l'académie, est promu. Alors Stico, c'est un très bon joueur T2, T3 à pic pour les équipes qui cherchent des joueurs. Moi, je pense que c'est un très très bon joueur, mais effectivement, je pense que Apex, peut-être qu'on était au bout du chemin, peut-être qu'il y avait un plafond de verre qu'on n'arrivait plus à briser. Et malheureusement, tu peux pas enlever JKM qui te carre le cul. Tu peux pas enlever, regardez la line-up, hein. Tu peux pas enlever Kakanito que tu viens de recruter qui met des tartines aussi. Ton sniper fait le taf, mais moi je le trouve pas très impactant, mais il fait le taf. Et quand je dis impactant, c'est-à-dire que, ok, il fait son rating, mais dans la stade d'impact, bon, moi je le trouve pas vraiment. Voilà quoi.
très très peu d'impact, hein, voilà. Et ton lead Kixan est un excellent leader. Donc, qui sait que tu es obligé de faire sauter à un moment donné? Ben, le mec qui stat le moins, le mec qui est un peu vieux, qui est un peu machin, bon, qui met moins de grandes tartines, à savoir Apex, en te disant, je vais mettre un jeune, ça va redynamiser tout ça, et on est reparti pour un tour. Pourquoi pas? Fallait faire un changement parce qu'il y avait un plafond de verre. Moi, je trouvais que l'équipe était à sa place. Je pense pas que l'équipe ira plus haut. Je pense que ça va se stabiliser là. Et quitte à se stabiliser là, autant valoriser un jeune. Voilà. Alors, chez Heroic, on a voilà, le joueur le plus détesté de la scène, à savoir Kadian, qui est bench. C'était pour des raisons de différence de point de vue, voilà, vision de l'avenir, tout ça. Il faut saluer le travail de Kadian qui a bâti cette équipe héroïque, qui l'a amené là où elle est arrivée, qui a été aussi. Kadian est à l'origine de niveau plancher très haut d'héroïque et du niveau plafond très haut également d'héroïque, mais le niveau plafond les a empêchés d'être la meilleure équipe du monde, d'avoir une ERA, de gagner un blind de tournoi Théon. Voilà, à un moment donné, quand c'était un sniper leader, et je pense malheureusement que c'était un excellent leader plutôt un sniper T1 très moyen. La force de Cadian a été aussi sa limite. C'est la fin d'une époque pour Heroic. Je pense que d'autres changements vont intervenir. Je pense à mon avis que T16 va pas faire long feu. Je pense que ça sent la fin. T16 ou Chouch, je pense qu'il y en a un des deux qui va malheureusement s'en aller. En tout cas, Cadian, excellent joueur, excellent leader. Et il a dit qu'il était disponible pour rifle, pour snipe et pour lead ou pas. Donc, en tout cas, un joueur à pic, doté d'une grande expérience et qui a dû attendre un âge avancé pour connaître pour que pour que sa carrière connaisse son apogée. Au niveau de Heroic, je ne sais pas qui ils peuvent prendre, très honnêtement. Si on part du principe que Staven va prendre la WAP, je pense que le meilleur choix en leader reste Riglev. Euh, Ce qui néanmoins serait, je sais pas, des leaders. Le problème c'est que les leaders danois, il n'y en a pas à l'appel et je sais pas ce que vont faire Wake, parce que je suppose que Staven va prendre la WAP, parce que des AWAP danois il n'y en a pas, à part Farlig, mais bon, vous avez compris. Donc moi je verrais bien Staven à WAP et un petit leader danois qui arrive. Peut-être qu'ils vont battre un autre type et partir complètement à l'inter. À voir, en tout cas, c'est la fin d'un cycle pour Heroic. Et je pense qu'il va falloir. Je pense que c'est le meilleur moment pour se restructurer avec la sortie de CS2. Puisque très honnêtement, les certitudes commençaient à s'estomper à la fin de CSGO. Donc je pense il était temps de changer. Et avec l'arrivée de CS2 qui va rebattre les cartes dans le T1, euh, je pense très honnêtement qu'il était grand temps de faire le changement dans cette équipe qui n'arrivait jamais à trust les trophées T1 sur une longue période. Euh, Dernière petite news, notre ami, notre coach, le meilleur coach de l'histoire de CSGO, à savoir Zonic, s'en va de chez Team Vitality et va donc signer normalement chez Falcons. Ce n'est pas officiel encore, mais normalement Zonic devrait aller chez Falcons. Donc on dirait au revoir à ce bon vieux striker. Euh, Apparemment, des infos qui sont sorties, ça devrait être budget illimité. Et vas-y, Zonic, bâtis-nous une équipe pour aller dans le T1 et mettre des grandes tartines à tout le monde. Donc, on est quand même plutôt inquiet pour certains joueurs de l'équipe. Parce que là, très honnêtement, ok, il arrive. Mais enfin, la Falcons, déjà, c'est mauvais, hein, c'est nul, hein. Faut se le dire. C'est très très mauvais. Donc là, Ostriker qui devrait s'en aller, hein. Ostriker qui est un signe d'espoir pour tous les personnes âgés de la scène, puisque Ostriker qui va sur ses, je pense qu'il va sur ses 45 ans cette année. Très honnêtement, c'est très impressionnant d'avoir un coach à cet âge-là encore en place. Euh, je pense maintenant qu'il faudrait
quelques joueurs. Et par quelques joueurs, j'entends 3 joueurs. Je pense qu'ils vont en kick 4, mais je pense que 3 serait le bon nombre. NBK, c'est fini. Je pense que très honnêtement, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que j'entends par ça va pas du tout? C'est-à-dire que l'école sont pas bons. L'école ne sont pas bons. Ils ne statent plus depuis quelques semaines, quelques mois. Je pense que cette équipe étant, ils le savent qu'il va y avoir des grands changements et que certains vont partir. Et malheureusement, je pense que NBK n'est plus au niveau en tant que leader et n'est plus au niveau en tant que joueur dans cette équipe. Néanmoins, je pense qu'il est toujours au niveau en tant que joueur pour une autre équipe. Par contre, il ne faut plus lead, monsieur. C'est un excellent rifle, un excellent, mais je pense que on le voit, ça fait plusieurs fois maintenant. NBK ne peut plus lead sur les deux sides. Je pense que c'est un très bon lead, un très bon entre guillemets, lead de side CT, comme ça se faisait chez Vitality en 2019. Et je pense que c'est un très mauvais lead en side terreau. Deuxièmement, je pense qu'il faut kick l'Onyx. Ceux qui ont vu les matchs savent de quoi je parle. Ce mec plombe la line-up à lui tout seul. Il plombe la line-up. Il fait que bait. Alors, les stats sont. Ouais, il a un rating, mais c'est parce que vraiment il passe pas devant, ça arrange en bait. Mais c'est un très mauvais élément, trop toxique. Ce que je soupçonnais que j'avais dit la dernière fois sur la fin de Sprout, c'est confirmé. C'est une catastrophe sans nom. Ce joueur, je dirais pas qu'il est fini. Je dirais néanmoins que, attention, très grand danger pour la suite de sa carrière. Parce que là, vraiment, c'est une catastrophe sans nom. Ceux qui regardent les matchs, il coûte des rondes à lui tout seul. Et non pas parce qu'il est nul, parce qu'il ne tire pas droit, mais parce qu'il fait que bait, parce que les revenge interviennent beaucoup trop tard et parce qu'il se focus sur ses stats ou sur je sais pas quoi et ce joueur est très mauvais. Enfin, c'est un très mauvais team player. Hein. Vraiment, c'est une catastrophe. MHL, pourquoi il faut le kick? À ce qui paraît, il est toxique. Il prend très peu d'initiative. Je trouve que c'est un mauvais, pas un mauvais élément, mais disons qu'il fait ses stats. Il est là pour faire ses stats et ça s'arrête là. Pareil. Je pense que dans cette équipe, il y a très peu de joueurs de team. Il y en a qui jouent que pour leur gueule. Moi, je pense que MHL, il est très bon en stats, il est très bon dans tout ce que vous voulez. Néanmoins, moi, quand je le regarde jouer, je suis désolé, il joue que pour sa gueule. Et je trouve ça très mauvais. Donc, pour moi, je kickerai NBK, Lonix, MHL. Boros, je lui laisserai une chance. Bon, déjà, parce que bon, c'est le seul joueur qu'il y a dans la région. Donc, bon, les Saoudiens là, de Falcons, bon, je pense qu'ils vont le garder. Euh, Deuxièmement, je pense qu'il faudrait garder Body parce que très honnêtement, il est tout seul, il n'est pas aidé. À chaque fois, il est dans des projets bourbiers. Avec les nouveaux arrivants, malheureusement, il est moins mis en valeur, on le voit moins sans clutch et les stats sont en baisse uniquement pour ça, c'est à cause des nouveaux arrivants. C'est encore un très bon joueur, un très bon rifle T1, j'ai pas peur de le dire, c'est un très bon rifle T1. On l'a vu au dernier MR, ce mec-là est fait pour jouer dans le T1. Donc je pense que ce serait une erreur de kickbody parce qu'un joueur de cette qualité-là et de ce firepower-là, très honnêtement, je pense qu'ils ne en retrouveront pas de sitôt. Donc pour moi, il faudrait kick NBK, Lonix et MHL et rebâtir autour de Boji Boros. Mais ce qui va se passer à mon avis, c'est qu'ils vont juste garer Boros et kick le reste. Voilà. Alors ensuite, c'est tout pour le point Mercato. Petit point, fantasy. Alors je sais pas vous, mais moi je me suis fait arracher. Là, top 50%, puisque j'avais misé Gamer Legion qui a eu toutes les peines du monde à se qualifier. Je sais pas vous, mais moi actuellement je suis top 2900. Les UM Sydney se passent mal pour moi. Et je pense que il va falloir très vite changer tout ça parce que là, rien ne va plus. Donc voilà. Hein, au niveau du Celebrity Leaderboard, on a toujours notre maniaque national qui reste la première place. Et très honnêtement, je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de mal dans cette saison de fantasy, car très honnêtement, le T1 devient de plus en plus imprévisible. Et là où le pick safe était Heroic Vitality là en début de saison, là ça part un peu en live et il est très difficile de faire des bons pronostics. Alors passons maintenant au biais d'humeur. Bon, CS2.
CS2 est sorti il n'y a pas longtemps. La bêta est là depuis 6 mois. Et CS2 est sorti il n'y a pas si longtemps. Tout d'abord, euh, il faut remettre en perspective que CS2 intervient après 11 ans de CSGO. CSGO que nous avons aimé, détesté, qui avait ses défauts. Nous nous sommes accommodés de ces défauts, nous les avons peut-être à tort ou à raison acceptés. CSGO qui, pendant 11 années, est devenu un grand nom de l'e-sport et a hissé, on va dire, a hissé Valve à un certain standing, un certain rang, on s'attend à certaines choses après CSGO. Et donc, CSGO donc, CSGO a laissé place à CS2 et il est très étonnant de voir que beaucoup de gens s'attendaient à un jeu fini dès la release. Je m'explique. Il y a eu 6 mois de bêta. Sur ces 6 mois de bêta, on a eu pendant quelques mois des deux, puis des changements de map. Bon. Qu'est-ce qu'implique CS2? CS2 implique un changement de moteur, passer de source à source 2. CS2 implique donc un portage de tout ce qui était sur source 1 vers source 2. Donc non pas une page blanche, mais un portage, puisque c'est une mise à jour. C'est comme un nouveau jeu, mais si vous voulez techniquement, c'est une mise à jour. On sera d'accord là-dessus. Donc nous avons un portage. Donc il faut que tout soit porté d'un endroit A à un point B sans bug. Enfin sans bug. Avec le moins de pertes et fracas possible. Et deuxièmement, Valve s'est lancé dans un système que nous pourrons qualifier d'innovant. Je ne dis pas que c'est les premiers à le faire, je ne sais pas. Mais disons qu'ils essayent de s'affranchir, entre guillemets, que le 64 ticks ne soit plus un problème. Avec ce qu'ils appellent le subtic. Avec le subtic, ils essayent de s'affranchir des problèmes de oui, mais moi je joue en 64 et toi en 128, machin. Donc ils veulent essayer de s'affranchir de ça. Vraiment, posons-nous autour du table. Nos jugements sont basés sur quoi? Le passé de Valve? Pourrions-nous dire que CSGO, il y a eu beaucoup de bugs à la release? Doit-on pardonner les bugs sur CS2? Doit-on dire oui, mais ça fait 11 ans, ils avaient 11 ans pour faire le jeu? Ils doivent être en capacité de sortir un jeu fini. Pareil, ils nous disent, donc en fait, ils ont fait des erreurs il y a 11 ans et ils répètent les mêmes erreurs maintenant. Déjà, posons-nous autour d'une table. Il y a un changement de moteur. La dernière fois qu'il y a eu un changement de moteur, c'était quand? Moi, je pense que la dernière fois que Counter-Strike a changé de moteur, ça devait être il y a 20 ans, lors de la sortie de Source. Enfin, du moteur Source. Depuis l'arrivée de CSGO, CSGO garde le moteur Source qui était présent sur CSS avant et sur un jeu avant. Donc là encore une fois, est-ce qu'on peut dire que c'est normal qu'il y ait plus de problèmes ou qu'il y ait des problèmes équivalents, comme ici nous changeons de moteur? À ce changement de moteur qui n'a pas eu lieu depuis 20 ans, il faut ajouter le fait qu'ils ne sont pas partis d'une feuille blanche, mais bien qu'il fallait, c'est une mise à jour de CSGO vers CS2, donc entre guillemets, il a fallu faire un portage de tout ce qui se faisait sur CSGO, sur CS2. Il a fallu faire un portage de tout ça, des skins, des maps, qu'il a fallu retravailler, machin, tout ça. Et en plus à cela, il se rajoute la difficulté de devoir faire le sceptique. Donc, donc réfléchissons, quel éditeur a aussi
fait une mise à jour pour changer le moteur, tout en voulant avoir un nouveau système de tick rate. Ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas d'exemple en tête. Dites-le en commentaire. Moi, je n'ai pas d'exemple en tête d'un éditeur qui a changé de moteur graphique et qui en même temps a voulu, entre guillemets, s'affranchir qui a voulu lancer un nouveau système de tick. Si on part de ce postulat-là, qui est que aucun éditeur ne s'est dit je vais faire ça et ça. Sur quoi se baseront nos critiques à l'encontre de Valve? Ce que je veux dire, c'est que, ok, le jeu est nul. Enfin, il est pas, le jeu est bof. Pour se dire, c'est jouable. Il y a des gros problèmes, des problèmes de hitbox, des problèmes de bugs, des problèmes de hitbox, de bugs, le spray, des fois il touche, des fois il touche pas. Il y a des options pour les mecs de chez AMD, ça les fait vague ban. Enfin, il y a le Michael Jackson pick qu'ils ont patch il y a pas longtemps. Maintenant, il y a le Shakira pick. Il y a plein de problèmes, il y a plein de problèmes. Néanmoins, Valve est en train de faire quelque chose que peu de gens ont fait. Je ne sais pas si ça a été tenté, à vous de me le dire. Mais en tout cas, changer de moteur graphique, plus s'affranchir de système plus mettre en place le sceptique. Moi, je pense que personne ne l'a fait. Donc à partir de là, on ne peut pas comparer et dire oui, mais à la sortie de CSGO, non, à la sortie de CSGO, c'était certes un nouveau jeu, mais de un, il n'y avait pas eu changement de moteur, et de deux, le tick rate n'avait pas bougé, le tick n'avait pas bougé, il n'y a pas eu de sceptique, il n'y a pas eu de stem machine. Donc déjà, c'est normal qu'on ait plus de problèmes ou des problèmes équivalents à CSGO, puisqu'on a fait plus de choses. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut rester dans son fauteuil et se dire, moi j'attends ça et ça, parce que voilà. Mais soyons réalistes, mettons-nous à la place des développeurs. Tu lances un projet ambitieux, tu essayes de faire quelque chose qui c'est rarement ou n'a jamais été fait, et tu te fais chier dessus. Soyons réalistes, on le savait, on le savait. Pourquoi je dis qu'on le savait, qu'il y allait avoir une tonne de problèmes? Quand Valve déplace son major de fin 2023 à début 2024, on se le dit, c'est clairement un message qui t'envoie, attendez les gars, on va sortir le jeu, mais on estime que avant 2024, le jeu sera pas fini, ne sera pas voilà, il faut que le temps que tout le monde s'acclimate, le temps qu'on règle les bugs parce que c'est presque un nouveau jeu, c'est une grosse mise à jour, c'est un changement de moteur, puis il y a plein de trucs qui changent, il y a plein de nouvelles mécaniques, tout ça. Donc quand Valve déplace son major, à partir de là, on peut se dire, il y aura plein de problèmes. Est-ce que ça excuse les problèmes? Bien sûr que non. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Bien sûr que oui. Et est-ce qu'on doit être aigri au possible en disant Valve c'est des incompétents, Valve ne fait pas leur boulot? Bien sûr que non. Restons réalistes. Valve c'est une entreprise qui n'a pas autant d'employés que certaines autres entreprises et qui fait des choses, qui lance des projets que nous avons rarement vus. Moi, je suis désolé, encore une fois, je vais revenir sur cet argument, mais citez-moi une autre entreprise qui a changé de moteur graphique tout en lançant un système de subtic en même temps. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors vous pouvez être autant vous voulez, mais moi, je suis pas content de l'état actuel de CS2, mais je laisse le temps à Valve et je me dis, ok, moi, il n'y a pas de problème. Vous avez merdé, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a une tonne de problèmes. Néanmoins, moi, pour le Major de 2024, je veux ça soit prêt et en place et nickel. Enfin, nickel. Qu'il y ait le moins de problèmes et que ce soit jouable. Parce que là, bon, c'est jouable aussi, là, mais vous m'avez compris. Je veux entre guillemets qu'on arrive d'avoir des bugs comme les dingueries qu'il y a maintenant, là, et plutôt voilà, qu'on retourne sur un jeu presque bien fini. Parce que là, on va pas se mentir. La CNT1, vous pouvez dire, ouais, mais il y a des pros qui jouent. Et attendez, quand Valve déplace un major, rien n'oblige les gens à faire des compétitions à un moment donné. C'est-à-dire que les gens choisissent délibérément de faire des compètes sur un jeu qui change de moteur graphique et qui met en place un nouveau système de sceptique. À un moment donné, il faut arrêter de taper sur Valve. Le jeu est pas fini, là on peut leur taper dessus, mais ouais, machin, c'est pas prêt pour les matchs pro, machin. Et mais c'est les organisateurs qui organisent ces tournois en fait. Ça veut pas dire que je demande une pause de 6 mois, le temps que Valve se sorte les doigts et corrige tout ce qu'il y a. Mais arrêtons de taper sur Valve pour tout et n'importe quoi. Parce que bon, sur quel tournoi e-sport Valve s'engage réellement? C'est sur le match, enfin ça s'engage réellement. Et il lâche un billet et choisit ce qu'il le fait, c'est tout. Mais bon, enfin, ils envoient deux trois devs pour serrer des paluches au major.
Mais bon, bref, voilà. Donc, à un moment donné, soyons réalistes et disons-le nous, c'était prévisible, c'était attendu. Et s'il y avait des gens d'élus qui pensaient que ça allait être une masterclass dès la sortie, c'est totalement faux. C'est pas parce que tu as sorti d'autres jeux avant que tu vas faire des masterclass à la sortie à chaque fois. À un moment donné, il y avait des problèmes il y a 11 ans, il y en a là. Il y aura des problèmes pour CSGO 2, je sais pas, CSGO 2 ou je sais pas comment ils vont l'appeler là, quand ils vont sortir un jeu dans 10-15 ans. Et il y aura des problèmes à ce moment-là. Et il y en aura peut-être pareil, voire même plus. Pourquoi? Parce que les technologies sont plus compliquées et parce que si ils nous sortent, comme d'habitude, des innovations là en mode ouais, on va passer sur ce 2.5 et on va mettre en place, on va passer tout sur Subtic 128 ticks sur CSGO 2 dans 15 ans. Mais ça, il y aura autant de problèmes. Et en fait, qu'il y ait des problèmes sur un jeu à la release, c'est pas le souci. Le souci, c'est qu'il faut se rendre compte du travail titanesque que représente cette sortie de jeu et le travail titanesque et les projets ambitieux que Valve a pour CS. Et moi, je suis désolé. Quand on me pond le jeu comme ça, qui est jouable, mais qui n'est pas parfait, qui est moins parfait que CSGO. Alors oui, 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 et on le dit et on le répétera, c'est moins bien actuellement, que c'est moins bien fini que CSGO. Moins bien fini, ça veut dire quoi? Pas au niveau des graphismes, mais au niveau des bugs, de la jouabilité. Moi, je trouve que le MM touche mieux. Je touche mieux sur CS2 que sur CSGO. Je trouve que le MM sur CSGO ne touchait plus du tout. Et alors que là, très honnêtement, ça touche. Mais il faut se dire une chose, c'est que Valve, ils vont pas laisser le jeu dans cet état-là. Et que Valve, qui passe pas pour des guignols, même s'ils ont l'habitude de passer pour des guignols auprès de plein de gens. À mon avis, leur goal, c'est pas les Five Finals en décembre, et, hein, ils ont rien à péter. Leur goal, c'est quoi? C'est le Major 2024. Le premier Major 2024. Ça, c'est leur goal. À mon avis, leur objectif, c'est d'avoir un jeu qui, pour la moitié, parce que pour une majorité de gens, sera correct, voire bon, d'ici le Major. Et d'ici là, en fait, ben c'est prévisible et attendu. Et si vous pensez que Valve ne fait rien, que c'est la faute de Valve, rappelez-vous quand même que ce qui nous est offert là, c'est presque, peut-être que c'est unique dans l'histoire du jeu vidéo, qu'un FPS comme ça change de moteur graphique et mette en place un système de septique, d'autant plus par une entreprise qui n'a pas autant d'employés que des mastodontes comme Ubisoft, comme, j'ai pas cité de nom, mais vous m'avez compris. Moi, je pense qu'il faudrait applaudir et encourager Valve à continuer à s'occuper du jeu, car actuellement, le jeu est très moyen. Le jeu est jouable, mais il est très moyen. Et bien évidemment que les pros râlent, parce que je ne vais pas vous faire un dessin sur la communauté CSGO. La communauté Counter-Strike est quand même dans un immobilisme absolu. Je veux dire qu'un pro qui ne râle pas sur un nouveau jeu Counter-Strike, ce n'est pas un pro. Quand CSS est sorti, ça a scindé la communauté en deux. Quand CSGO est sorti, tout le monde trouvait que c'était un jeu à chier. Donc évidemment que quand Counter-Strike 2 sort, tout le monde lui chie dessus. Tout le monde dit que c'est de la merde. Et tout le monde va bien fermer sa gueule quand on dira que ouais bon finalement c'est mon boulot. Ils vont faire 2-3 matchs par-ci par-là et on va s'y accommoder. La communauté Counter-Strike n'est pas le changement. Ça fait 20 ans qu'on joue sur D2 et 11 ans qu'on joue sur Mirage. Bien évidemment que quand on nous change quelque chose à notre immobilisme, on n'est pas content, la communauté, en plus, n'est pas contente, et bien évidemment que les pros, on leur change quelque chose, ils sont en mode c'est une catastrophe absolue, c'est quoi cette merde? Là aussi pareil, arrêtons d'être naïfs. Bien sûr qu'ils allaient dire ça, bien sûr qu'il allait avoir des bugs sur CS2, bien sûr qu'on allait toucher, que plein de monde allait chier sur Valve, et bien sûr qu'un joueur professionnel de Counter-Strike va aller à la sortie d'un nouveau jeu. C'est dans tout le monde et tout le monde respecte, ben voilà, tout le monde s'y attendait, voilà, des trucs comme ça. Donc à un moment donné, soyons civilisés et soyons réalistes. Tout ce qui se passe actuellement est normal et tout ce qui se passe jusqu'au major sera normal. Des pros qui râlent, une communauté pas contente, des bugs en pagaille. Pourquoi c'est normal? Un, parce que ça a été
jamais ou très rarement tenté avant de la part d'un éditeur. Deuxièmement, parce que des pros qui râlent à la sortie d'un Counter-Strike, c'est normal. Et une communauté qui est dans l'immobilisme et à qui on change tout, est pas contente, c'est normal. Tout le monde est dans son droit, tout le monde est à sa place, tout le monde est à sa position. Donc, ça ne veut pas dire que je dis circuler, il n'y a rien à voir. Je dis c'est insuffisant, laissons du temps. Il est encore trop court pour commencer à chier tous les jours sur Valve. C'est insuffisant, Valve. Maniez-vous, mais CS2 est quand même un très beau jeu. C'est un upgrade. Le MM est mieux. Il y a plein de features qui sont sorties. Moi, je suis désolé. Je suis pas satisfait à l'instant T. Mais je trouve qu'il y a de très bonnes bases sur lesquelles s'appuyer. Car, on va pas se mentir que le MM en 64 ticks, on fallait pas s'attendre à mieux. Pourquoi il fallait pas s'attendre à mieux? Car, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, si tu passes à 128 ticks, tu vas perdre des gens avec des PC en bois. Et moi, vous, nous, en France, ça va. Quand Igor en Bulgarie a une carte graphique qui date de 2012 et qu'on lui dit frérot, on va passer en 128 ticks, lui me dit je ne peux plus jouer au jeu parce que le 128 ticks, ça me fait laguer, mon PC en bois ne suit pas. Donc c'est normal que le MM reste en 64 ticks. Personne, mais personne de chez Valve, personne n'a jamais dit que le MM sera en 128 ticks. On a juste dit ça sera en septique et pas d'infos sur le tick rate. Point. Donc tout ce qui se passe est, était prévisible. Donc wait and see. Et CS2 a de bonnes bases. Maintenant, il faut les travailler. Et ça, les travailler, c'est malheureusement plus entre nos mains, c'est entre les mains de Valve. En tout cas, j'espère que cette actu vous a plu. On se retrouvera sûrement mi-novembre à la fin du tournoi en Asie pour débriefer la Roubette, les IUM Sydney. Je sais plus ce que c'est, ça doit être les Final Ballast et plus le tournoi en Chine qui est après. En tout cas, je pense qu'on se retrouvera dans un mois mi-novembre pour débriefer tout ça. Et je pense que je ferai un petit update CS2 s'il y a des news. En tout cas, amusez-vous bien sur CS2. N'hésitez pas à regarder les UMCD même si les horaires sont horribles. Euh, et voilà, laissez un petit like, un commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à débattre aussi sur CS2. Ciao!